Alors, je vais vous parler d'une revue qui est sortie cette semaine, qui s'appelle Marianne, et à l'intérieur, il y a un article passionnant où s'exprime notre bon maire de Lyon, et qui parle de nous, pour une fois, et il dit, à mon avis, cette alliance entre la LCR, entre les altermondialistes, entre les objecteurs de croissance, c'est impossible, ça ne peut pas tenir. Alors, il doute de notre union, mais nous aussi, quelque part, nous doutons de l'union que mène Gérard Collomb. Parce que qui trouvons-nous dans sa liste? Alors, on trouve par exemple en tête de liste une dame qui a 40 ans, qui est chef d'entreprise, qui s'appelle Heidi Giovacchini, qui se dit de centre-droit et qui déclare dans la presse avoir voté à droite à l'élection présidentielle. Alors, on trouve aussi dans les listes de Gérard Collomb des communistes, on trouve aussi un sarkozyste qui roule en Ferrari. Il le dit, donc c'est dit dans la presse, donc je ne dévoile pas sa vie privée, tout le monde le sait. On trouve aussi des socialistes, bien sûr, et on trouve aussi des gens du modem de François Bayrou. Alors les gens du modem de François Bayrou, ils ne sont pas seulement sur la liste de Gérard Collomb, ils sont aussi sur les listes de Perben, et ils sont aussi sur des listes indépendantes qui sont déjà prêtes à fusionner. Mais c'est pas tout, parce qu'on a même trouvé un colistier du modem sur une liste Front National. Donc ils sont partout. Si tous ces gens sont un peu partout, qui viennent de partout, se retrouvent sur ces listes Gérard Collomb, eh bien on peut douter de l'épaisseur du projet politique de Gérard Collomb. Alors moi, il y a quelque chose qui personnellement m'a marqué pendant cette campagne, c'est le logo du parti Gérard Collomb. Je l'ai vu arriver il y a de ça 2 mois, et c'est un cœur avec 2 yeux qui vous surveillent. C'est à la fois Big Brother et Big Mother. Alors moi, quand un homme politique me parle d'amour, généralement, ça me fait tiquer. Et quand dans le même temps, il installe de partout des caméras de vidéosurveillance, eh bien, je me dis que c'est très inquiétant. Alors, cette conception de la politique, nous, à Audace, ce n'est pas la nôtre. Alors, je voudrais répondre par rapport à cette remarque de Gérard Collomb, d'où venons-nous, qui sommes-nous? Alors nous l'avons dit dans le document que nous avons diffusé, nous sommes des militants politiques associatifs de différentes sensibilités, issus des réseaux écologistes, syndicalistes, défenseurs des droits démocratiques et sociaux. Nous ne nous retrouverons dans aucun des partis actuels où sommes membres des objecteurs de croissance, de la gauche altère ou de la LCR. Nous étions dans les mobilisations pour la défense du service public, pour la solidarité avec les sans-papiers, pour redonner l'espace aux piétons, aux transports en commun et au vélo, pour défendre des espaces verts, pour un droit à un logement décent pour tous, contre la vidéosurveillance, contre les CPE, pour le droit au travail et un revenu, pour le partage du temps de travail et la lutte contre les inégalités. Alors c'est vrai, nous le répondons à Gérard Collomb, nous sommes différents. Par exemple, avec ma camarade Elsa qui est là, qui est à LCR, eh bien, moi en tant qu'objecteur de croissance, j'ai une vision de l'axe droite-gauche qui est différente d'elle. Néanmoins, nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui nous rapproche, est plus important que ce qui nous divise. Voilà pourquoi nous avons monté ces listes. Nous sommes une gauche, nous appartenons à une gauche qui veut ouvrir une alternative à l'horizon indépassable de l'accompagnement du capitalisme. Et nous avons le sentiment que cette ambition, elle est à portée de notre main. Et que pour qu'elle devienne réalité, il nous faut, et c'est possible, satisfaire au moins 3 exigences. Il y a 3 exigences qui s'imposent à nous. La première, elle est relative aux politiques que nous devons construire, que nous devons défendre, que nous devons mettre en œuvre. Aujourd'hui, des propositions crédibles, opérationnelles existent. Elles sont articulées, elles sont cohérentes. Leur mise en œuvre est immédiatement possible, comme l'ont souligné les candidats, comme le propose notre programme, celui que nous défendons dans ces municipales. Ces politiques sont en rupture avec la logique faite de concurrence, s'appuyant sur le mythe de la croissance infinie, qui fonde le dogme partagé par la droite et par la gauche social-libérale. Nos propositions poursuivent une double exigence, à la fois celle d'une véritable répartition des richesses et celle d'une préservation de notre bien commun. Et notre bien commun, aujourd'hui, c'est la planète sur laquelle nous vivons. Et il est clair que nous ne pourrons pas continuer
dans cette impasse productiviste dans laquelle cette droite que nous combattons et cette gauche social-libérale convertie au capitalisme auquel elle a adhéré, nous ne pourrons pas continuer dans cette impasse productiviste. Il est temps de faire machine arrière. Nous ne croyons pas non plus au mythe de la technoscience comme susceptible de nous permettre de préserver cette planète qui est le premier élément de notre bien commun. Mais notre bien commun, ce sont aussi les services publics qui ont été évoqués tout à l'heure et qui sont aujourd'hui les seuls garants de l'accès de tous aux droits fondamentaux. Notre bien commun, c'est la démocratie. Et la démocratie n'est pas compatible avec la criminalisation croissante de toutes les contestations. Elle n'est pas compatible avec le flicage, avec la vidéosurveillance, avec des médias qui appartiennent maintenant tous aux patrons du CAC 40 et de leurs amis cotés dans d'autres bourses ailleurs sur la planète. Notre bien commun, c'est une démocratie rendue à tous comme un droit qui s'exerce en permanence dans des cadres qu'il faut construire et qui doivent articuler la représentation et la participation. Et nous avons cette capacité, nous les listes audaces, de mettre en œuvre ces politiques parce que nous sommes les seuls dans ces élections à articuler, et ça a été dit, l'urgence écologique et l'urgence sociale. Aujourd'hui, 20% des humains s'approprient 86% des ressources naturelles. Imaginez que vous invitiez 4 amis à votre table, vous avez un gâteau, vous faites 5 parts, vous mangez les 4 premières et vous laissez la dernière part aux 4 autres. Voilà aujourd'hui la situation planétaire. Alors c'est pas très joli par rapport à nos propres valeurs comme l'égalité et la fraternité, mais ça ne serait pas forcément si grave si on pouvait avoir l'espoir d'un rattrapage possible. C'est-à-dire si on pouvait croire que le gâteau puisse grandir démesurément. Et c'est là où nous tombons, heureusement ou malheureusement, sur le deuxième constat. Si 6 milliards d'humains vivaient comme nous, une seule planète Terre ne suffirait pas. Il en faudrait au minimum 3 ou 4. Si un chiffre à retenir, c'est le suivant. Je dirais, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que la Terre ne peut pas absorber chaque année plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. C'est-à-dire si on traduit toutes nos activités, le fait de manger, de se déplacer, d'avoir des loisirs en équivalent carbone, si on dépasse ce maximum de 3 milliards, on rend à nos enfants une planète qui est toujours moins viable. Nous en sommes aujourd'hui à 6,7 milliards de tonnes d'équivalent carbone. Prenons au sérieux ce maximum. 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone pour 6 milliards d'humains. Ça nous donne 500 kilos d'équivalent carbone par personne et par an. Si on consomme davantage, on prend sur la part des plus faibles ou sur la part des plus faibles, c'est-à-dire des générations à naître. Et 500 kilos d'équivalent carbone, c'est quoi? C'est un vol en avion aller-retour Paris-New York. C'est 5000 km par an en voiture. Quand je donne ces quelques chiffres, c'est pour culpabiliser personne. C'est tout simplement pour qu'on prenne conscience de l'ampleur du changement nécessaire. Qu'on prenne conscience également que la solution, c'est sûrement pas de faire la même chose en moins, un peu, beaucoup, passionnément ou même à la folie. La seule solution, c'est d'inventer fondamentalement des modes de vie différents. La décroissance a grandi, nous sommes aujourd'hui en mesure de discuter avec d'autres partenaires autour de l'élaboration d'un véritable projet. Nous sommes aussi en mesure de susciter des mobilisations comme la rentrée sans marque, comme la semaine sans télévision. Les réseaux lyonnais de la décroissance ont par-delà leur diversité appris à mieux et à faire davantage de la politique. Ce qui n'enlève rien d'ailleurs à l'importance d'opter dès maintenant individuellement pour un mode de vie respectueux de la nature et conforme à nos valeurs. Je le dis d'autant plus volontiers que j'appartiens à cette tradition politique qui avait plutôt tendance à renvoyer le changement de nos modes de vie au lendemain du grand soir, et comme le grand soir ressemblait souvent à des petits matins blêmes, on ne changeait pas grand-chose. Donc oui, les objecteurs de croissance, sans être des pisse-froids ou des perles à rigueur, sont du côté de ceux qui renoncent à leur bagnole, sont du côté de ceux qui renoncent à leur télévision, à leur téléphone portable, sont du côté de ceux qui choisissent de travailler à temps partiel, sont du côté de ceux qui fêtent le Noël sans achat. Mais nous savons que cette quête de la simplicité volontaire est à la fois insuffisante et dangereuse. Nous devons inventer des fonctionnements qui donnent chair à notre volonté de nous réapproprier la politique,
de rompre avec la confiscation de cette politique par quelques professionnels au service de la classe possédante. Nous allons avoir certainement l'opportunité de donner corps à cette exigence avec celles et ceux d'entre nous qui deviendront conseillers municipaux le 16 mars au soir. Parce que cette aventure ne doit pas s'arrêter là. C'est dans les assemblées que nous devons construire, sur les territoires, dans les quartiers, que ces mandats devront se nourrir. Qu'ils devront être en relation, en jonction permanente avec les luttes qui s'inscrivent dans les mêmes perspectives que celles sur lesquelles nous aurons été élus. On peut toujours se désoler, comme le font certains, de voir les urnes désertées, mais c'est une pure hypocrisie, surtout de la part de ceux qui confondent la souveraineté populaire et celle des experts.